Bonjour et bienvenue sur le podcast Nourrissant. Je suis Mélanie Notary et j'accompagne depuis des années mes clients à construire et à vivre une vie personnelle et professionnelle nourrissante, joyeuse, fluide et profondément vivante. Je vois mon entreprise comme une véritable fabrique de vie et de voix unique où chaque chemin trouve sa saveur. Entrepreneur depuis mes 19 ans, je vis pleinement tous mes centres d'intérêt comme la santé, la nutrition holistique, l'entrepreneuriat, les finances, l'épanouissement personnel et professionnel, l'art et la spiritualité. Dans ce podcast, je vous propose de nourrir votre quotidien à travers des réflexions, des partages authentiques et des rencontres inspirantes afin de stimuler la vie qui réside en chacun de nous. Je vous donne donc rendez-vous un vendredi sur 2, dès 5h. Belle écoute et bienvenue dans cet espace nourrissant. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie aujourd'hui de vous retrouver en compagnie de Camille. Bonjour Camille. Bonjour Mélanie, merci de me recevoir. Avec grande joie. Écoute, je t'ai découverte il y a vraiment pas longtemps, mais j'ai vraiment senti l'impulsion de t'inviter ici pour parler d'un sujet dont je n'ai pas encore abordé et qui est quand même central dans nos vies. Alors c'est la sexualité, évidemment tu vas ouvrir et tu vas pas te cantonner à ça, mais voilà, sur ton compte Instagram tu as mis sur ton nom, tu as ajouté sexothérapeute et j'aime beaucoup la façon dont tu l'explores avec cette notion déjà de libération féminine, mais aussi où ça va toucher différents sujets qui souvent cristallisent dans nos vies énormément de choses comme l'argent par exemple. Et puis en plus il y a cette dimension entrepreneuriale chez toi qui évidemment me touche. Est-ce que pour commencer, déjà tu pourrais te présenter et puis dans un second temps voilà parler un peu de ton parcours, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu es là où tu es? Du coup je suis Camille Picazo, j'ai 32 ans, je suis maman d'une petite fille qui a 4 ans, on habite toutes les deux dans la Drôme et donc je dis que je suis la sexothérapeute des femmes sans limites. Actuellement, c'est ça. Waouh. C'est ça. Ouais. J'accompagne les femmes qui veulent tout en fait aujourd'hui, qui veulent du succès, qui veulent de l'argent, mais qui veulent ce succès, cet argent au service d'un impact plus grand dans le monde et pas au détriment de leur bien-être. Donc pour aussi plus d'amour, plus de bonheur, plus d'épanouissement. Voilà. Ça c'est le job que je fais actuellement. Et en fait, tout a commencé il y a quelques années, il y a peut-être 7-8 ans, quand j'étais naturopathe. Moi, j'ai un profil d'endométriose, donc j'ai souffert de ça depuis mes 12 ans. Je suis devenue naturo pour accompagner l'endométriose. Et en fait, je voyais chez mes clientes qu'il y avait toujours un historique de violence physique ou violence sexuelle. Et là, je me suis dit, en fait, il va falloir que tu regardes un peu ce qui se passe chez toi. Parce que toi, tu souffres de ces douleurs. J'avais des crises mensuelles, tu vois. Et je me suis dit, mais là, j'ai un angle mort. Donc, j'ai fait une formation de sex coach. Ça a duré pendant 1 année à temps plein, donc c'était hyper intense. Et là, j'ai tous mes traumas qui sont remontés, donc grosse libération. Ça a été très dur et en même temps, ça a fait partie de la formation. Ça m'a permis après d'accompagner vraiment les femmes et ça a été ma spécificité. Pendant des années, j'ai accompagné le trauma féminin. Encore aujourd'hui, tu vois, je suis dans une association à Montélimar qui lutte contre les violences faites aux femmes, où on reçoit des femmes en situation de précarité ou pas, mais des femmes en tous les cas qui, on a de tout, on va dire, mais des femmes qui sont victimes de violences physiques, violences conjugales, violences sexuelles. Donc ça reste quand même une part hyper importante de ma vie, l'accompagnement et la libération du trauma féminin. Et attends, avant que tu ailles plus loin, et je trouve ça intéressant parce que est-ce que par exemple tes traumas que tu as libérés pendant cette formation, c'était des traumas dont tu avais conscience ou c'était inconscient? C'était inconscient en fait. Je savais qu'il m'était arrivé quelque chose. OK. Il y a eu plusieurs choses en fait. J'ai vécu des rapports pendant plusieurs années en couple, tu vois, quand j'avais 18 ans, des rapports qui étaient pas vraiment consentis, donc c'était clairement du viol conjugal, mais à l'époque je me rendais pas compte. Et ça, je l'ai pas vécu comme du trauma, ça s'est pas cristallisé dans mon corps comme du trauma. Il y a eu un incident quand j'avais 24 ans, là ça s'est cristallisé clairement comme du trauma, mais je l'ai occulté. C'est-à-dire que toute la charge émotionnelle,
elle avait disparu. Oui, il m'était arrivé cet incident. Mais alors, je ne le sentais pas. Donc c'est ça qui est remonté, plus des charges traumatiques dont j'étais porteuse, qui ne m'appartenaient pas. Donc du Ok. transgénérationnel, ce qui appartenait à ma mère, à ma grand-mère, etc. Hmm. Ok. Je mettais ça, je voulais avoir un peu ce retour parce que il y a peut-être des personnes qui ont écouté, qui vivent l'endométriose ou SOPK, etc. Ou des personnes qui connaissent, parce qu'aujourd'hui il y en a quand même beaucoup. Et ça peut être intéressant parce qu'il y a peut-être des gens qui vont dire bah non, comme ça première vue j'ai pas de trauma. Mais du coup c'est pour ça que je voulais mettre aussi, Ouais. aborder ça. Oui, et tu vois, dans mon accompagnement il y a quelques années, donc quand c'était ma spécificité, le trauma féminin, l'accompagnement d'endométriose, etc., je disais que tu aies vécu un trauma ou pas, mais tu sens qu'il y a cette charge à l'intérieur de toi. Tu te sens cassé dans ta féminité, tu sens qu'il y a quelque chose qui est dissonant, tu n'arrives pas à être pleinement une femme. Il y a toutes ces choses, en fait. Ça qui est intéressant, c'est que quand il y a ces maladies, et ça peut être aussi des maladies type syndrome de l'intestin irritable, les maladies digestives, c'est des problématiques inflammatoires qui sont dans ces zones-là du ventre. Mm. Très souvent, on trouve des problématiques dans la sexualité de être une femme, ne serait-ce que tu as un syndrome de l'intestin irritable, donc tu as des troubles digestifs. Ça peut créer de la honte, les symptômes que tu as. Et est-ce que tu arrives à te sentir vraiment sexy? Est-ce que tu arrives à te sentir femme? Est-ce que ça ne va pas bloquer ton plaisir, ta libido, etc. Mm. Ah oui, oui, oui. Hyper intéressant. Et alors du coup maintenant, qu'est-ce que tu proposes? T'en es où aujourd'hui? Alors maintenant, j'ai 2 dimensions. Il y a toujours la dimension sexo où j'ai un cabinet en local, là, dans la Drôme, et où je dis souvent que c'est ma contribution au monde. C'est-à-dire que quand moi j'ai été au plus fort de mes traumas et ça a été vraiment, à un moment donné, j'ai voulu me foutre en l'air, tu vois, parce que je me suis dit je peux pas continuer à faire subir ça à mes proches, parce que j'étais dans un état, j'avais des flashbacks, c'était terrible, quoi, vraiment. Mm. Et à ce moment-là, il y a un jour où j'ai décroché mon téléphone et j'ai appelé une ligne d'urgence. Ok. Et il y a une femme en face qui a écouté mon histoire, et c'est la première fois que j'ai raconté mon histoire. J'ai raconté ce qui m'était arrivé, et elle a complètement légitimé ce que j'avais vécu. Elle a reconnu le trauma, elle a reconnu le fait que à ce moment-là, oui, j'avais été victime de quelque chose, et que mes réactions post-incident traumatique, c'était que de la défense lié au trauma. Et en fait, j'avais beaucoup de honte sur tout ce qui s'était passé après, comment moi j'avais réagi suite au trauma, tous mes mécanismes d'évitement, de me raconter des histoires, d'essayer de chercher de la sécurité ailleurs. Et clairement, elle m'a sauvé la vie. Je te dis ça avec beaucoup d'émotion, c'est trop bizarre. Mm. Ça me fait bizarre. C'est vrai que ça fait longtemps que j'en avais pas trop parlé, mais ça a été une femme à qui j'ai parlé peut-être une demi-heure, tu vois. Mais elle m'a sauvé la vie. Et aujourd'hui, du coup, j'ai à cœur de rendre ça dans l'association où je suis, mais aussi dans mon cabinet. Quand j'ai Mm. des gens qui arrivent avec une certaine détresse émotionnelle, c'est plus forcément du trauma, mais ça peut être suite à une grosse rupture amoureuse ou ce genre de choses. Et ben, je sais que je rends quelque chose et que je fais ma part. Donc Mm. voilà, ça c'est la dimension vraiment thérapeutique. Et après, il y a la dimension plus coaching, où il y a aussi de la thérapie, il y a aussi de l'accompagnement, il y a de la libération des traumas, ça clairement, c'est toujours là. Mais on va plus vite. C'est souvent dans une intention d'entrepreneuriat, de réussite, d'atteindre un nouveau niveau d'impact, un nouveau niveau de chiffre d'affaires, etc. Et c'est toujours donc avec le travail sur la sexualité relié au travail de leadership, émotionnel, rapport à l'argent. Mm. Et est-ce que tu pourrais nous parler de comment toi tu vois toutes ces facettes, donc l'argent, l'entrepreneuriat, la sexualité, et comment tu les relies ensemble? Parce que peut-être il y a des personnes qui peuvent pas ne pas voir les liens ensemble. Ouais. Et ben en fait, regarde, on va repartir d'une personne qui a un syndrome de l'intestin irritable, qui a potentiellement vécu un trauma, ou qui est porteuse de mémoire de trauma, on va dire sexuel. Il y a une honte. Ok, j'ai une maladie qui est dégueulasse, qui fait que c'est dur pour moi des fois d'aller manger au restaurant, j'ai plein d'intolérances alimentaires, je peux avoir des douleurs ou d'autres maux après avoir mangé. Et ben en fait, si j'ai honte de moi, ça va toucher ma valeur personnelle, ça va toucher l'image que j'ai de moi-même. Je vais plus avoir envie de me cacher dans un terrier ou de m'enfuir chez moi que de monter sur scène et de porter un message en puissance.
Si moi je suis sale parce que j'ai des traumas, parce que j'ai une maladie, qu'importe en fait, enfin, comment est-ce que je peux imaginer mériter le fait de porter ma voix, le fait de gagner de l'argent? Merci pour ça, parce que je pense que du coup, ça va beaucoup parler à de nombreuses personnes. Euh, Justement, tu vois quelqu'un qui a du mal à voir sa valeur, qui a du mal à se rendre compte que qu'elle a une place dans ce monde, qu'elle rayonne. Qu'est-ce que toi tu pourrais lui dire? Que des gens aient tous à la même enseigne. Tu sais, des fois, on a l'impression que quand on voit, moi, je vais te parler de scène parce que ça, c'est mon grand kiff. Mais quand on voit tes nanas sur scène, je pense à, moi, j'adore Marie Forleo, ou Elisabeth Gilbert, tu vois, ou, allez, mettons Oprah. On se dit, mais facile pour elle. C'est tellement facile. Et en fait, on sait pas comment elle se sent à l'intérieur, cette femme. Et potentiellement, elle se sent hyper illégitime, peut-être pas sur scène, peut-être que ce sera ailleurs. Mais en fait, on est toutes pareilles. Et puis, il y a toutes celles, ou tous ceux, qui ont l'air très bien. Mais je dis bien qu'ils ont l'air, en fait. Je vois aussi beaucoup de femmes, il y a deux, je vois deux facettes, on va dire. Il y a toutes ces femmes qui n'osent pas, qui sont dans le doute, qui sont dans leur trauma, qui sont dans leur blocage et qui n'assument pas, qui n'osent pas prendre leur place, qui n'osent pas porter leur voix. Et il y a toutes ces femmes qui le font, qui créent des entreprises, par exemple, hyper successful ou qui ont de l'argent. Ça marche très bien. Mais en réalité, à l'intérieur, elles se sentent pas mieux que les autres. Il y a Oui. tout autant de doutes, il y a tout autant de dévalorisation dans le discours. Et puis peut-être que c'est des femmes qui osent dans une certaine dimension, c'est-à-dire oui, j'ose sur cette entreprise que j'ai créée dans la logistique, par exemple. Mais pour mon projet de cœur, qui pourrait être d'être artiste, bah là, j'ose pas. Hmm. Tout à l'heure, on a légèrement abordé en off la maternité. Et justement, est-ce que tu pourrais nous parler de peut-être c'est tes propres réalisations, c'est ta propre expérience, mais tu vois, il y a, on a du mal à associer sexualité et maternité. Pourtant, comment dire, la maternité vient à un moment donné d'un rapport sexuel quand même. Et est-ce que tu pourrais aussi nous partager un peu ce que tu as à dire à ce sujet? Bah, ne serait-ce qu'en fait, l'accouchement, c'est un acte hyper sexuel. L'allaitement aussi, en fait, en fait, la sexualité, c'est quoi? C'est le rapport au corps, beaucoup. Alors aujourd'hui, on vit une sexualité qui est très mentalisée, très dans des images, dans des sensations fortes. Mais si on revient à la base, la sexualité, c'est quoi? C'est je sens un élan, je sens du désir à l'intérieur de moi, je vais entrer dans des pratiques qui sont agréables, je sens donc du plaisir maintenant à l'intérieur de moi, ce plaisir se construit potentiellement pour aller à l'orgasme. C'est très dans le corps. Et ben la maternité, c'est pareil, c'est beaucoup de rapport au sens. Et tu vois, le fait d'accoucher, par exemple, c'est vrai que c'est ça qui me vient là. Bah c'est pareil, si t'arrives pas à lâcher prise, si tu es crispé, si c'est dur pour toi, si t'as peur, ça va être compliqué de mettre un enfant au monde, comme ça va être compliqué d'avoir du plaisir ou d'entrer dans de la sexualité. En fait, le travail, ça me fait penser à ça, mais le travail sur la sexualité, c'est dénouer plein de nœuds intérieurs, plein de crispations. Tout à l'heure, je t'ai parlé de honte, ça peut être de la culpabilité, mais c'est des mémoires en fait, des mémoires, des conditionnements, des injonctions. Démêler tout ça pour créer de l'espace, que ça respire un peu mieux, que du coup la vie puisse circuler. Dans la sexualité, la vie qui circule, c'est quoi? Bah, c'est la libido, c'est l'énergie sexuelle, c'est le plaisir. Dans la maternité, c'est le fait de pouvoir accoucher comme on le souhaite. C'est le fait de réussir à allaiter, c'est laisser la vie circuler, c'est aussi, tu sais, quand tu es en postpartum, ben très souvent tu es épuisé, tu es complètement déraciné par ce nouveau bébé, ce nouveau rôle, il y a tous ces chamboulements, il y a les chamboulements hormonaux, cette nouvelle place. Et ben laisser la vie circuler, c'est aussi réussir à lâcher. Ok,
il y a une tempête, c'est hyper dur. Et je te dis pas honnêtement que j'ai réussi parce que je pense que j'ai été dans la résistance et je suis toujours dans la résistance. Ça fait 4 ans, tu vois. Mais si tu lâches cette résistance, si tu te laisses porter, alors ouais, je suis complètement perdue, je suis complètement déracinée. C'est compliqué pour moi ces temps-ci, mais je sais qu'un jour j'arriverai quelque part. Un Mmh. jour, la tempête, elle va se calmer, je vais sortir du brouillard, j'aurai un peu plus de visibilité, ce sera moins compliqué. Ouais. Et ce que j'aime bien avec toi, c'est que tu abordes, enfin, la sexualité, voilà, c'est une porte d'entrée pour aller venir explorer énormément de parties de soi, comme d'autres qui seraient peut-être plus portés sur l'argent. Ils vont utiliser l'argent comme une porte d'entrée pour venir libérer. Voilà, en fait, finalement, tout est une boule à facettes et tu choisis à partir de quelle facette t'as envie d'aller venir guérir et libérer et puis juste aussi rayonner. Mais c'est très chouette parce que tu sais, la sexothérapie, on a souvent déjà en tête, en tout cas, alors c'est peut-être juste moi, hein, mais tu vois, des rendez-vous en couple parce que le couple va mal. Toi, tu l'abordes depuis un espace de thérapie, de coaching pour venir empuissancer la personne qui vient te voir. C'est différent. Mmh. Tout à fait. Et tu vois, ça me fait penser à une cliente, que je suis. Alors, c'est exceptionnel que je suive les clients aussi longtemps, mais je la suis depuis 1 an et demi. Et au début, c'était quelque chose de très, problématique, de couple, en mode, Mmh. «Il faut que je fasse du sexe pour garder mon compagnon». Tu vois? C'était vraiment ça la base. Et on a travaillé sur ça, on a travaillé sur la libido, on a travaillé sur, le rapport à son sexe, à son vagin, les douleurs qu'elle pouvait avoir, apporter plus de fluidité, plus de douceur, plus d'amour dans son rapport à son corps. Et puis, on a aussi commencé à travailler le rapport à son père, à sa mère, à la manière dont elle se parlait, la manière, qu'elle avait de toujours tout donner aux autres et se faire passer en dernière. Et petit à petit, ça a plus été: «Il faut que je fasse du sexe pour garder mon compagnon», ça a été, comment est-ce que je me nourris? Comment est-ce que moi, je deviens une femme épanouie dans toutes les facettes de ma vie? Mmh. Ah ouais, exactement. C'est toujours une porte d'entrée pour aller explorer autre chose. C'est Mmh. ça qui est Mmh. hyper beau. Je sais que tu as aussi une thématique que tu aimes beaucoup, c'est un peu la thématique du sacrifice versus du plaisir. Est-ce que tu souhaites en parler un peu ici? Ouais. Tu vois, moi, je dis souvent qu'avant ma fille, j'étais féministe. Et puis après, en fait, je me suis tellement fracassée en mode, tu un enfant, tu tombes dans des schémas, du patriarcat, qu'en fait, enfin, c'est plus possible. Quand j'ai eu un enfant, je suis tombée profondément dans ce truc du sacrifice. Parce que, tu sais, accouchement à la maison, allaitement longue durée. Idéalement, j'aurais voulu que ma fille, n'aille pas dans une scolarité classique. Parce que moi, j'avais souffert de ces cadres, de ces normes, tout ça. Et, et en fait, je me suis rendu compte que tout ça, c'était au prix de moi, de mon corps. Si je voulais que ça ait lieu, il fallait que je me sacrifie. Un accouchement à la maison, ça a donné quoi? Ça a donné que 3 heures après avoir accouché, on était seuls chez nous, tu vois, à devoir gérer ce petit bébé, en plus de ce corps qui était pas au top, en plus du froid dans la maison. Et, et en fait, c'était vraiment, moi, je n'existais plus. J'étais tout pour mon enfant, pour ma famille. Et à un moment donné, au bout de 2 ans donc de maternité, je me suis réveillée, je me suis dit: «Si je reste là, je vais mourir». Vraiment, j'avais la sensation, je t'assure, que j'allais faire une crise cardiaque. Et Oh waouh. donc de là, on s'est séparés avec son papa. Et de là, je me suis dit: «J'aime mon enfant, mais plus jamais je me sacrifierai pour elle. Plus jamais je m'écraserai, je m'étoufferai, je me ferai du mal pour son bien-être». Tu sais, c'est vraiment ce truc dans l'avion où ils te disent: «Mettez votre masque à oxygène, puis mettez celui de votre enfant, de la personne âgée à côté, ou d'abord tu prends soin de toi». Parce qu'en fait, tu vois, c'est ce que je te racontais, sur, laisser circuler la vie. Si t'es en survie, si ton système nerveux est hyper activé, en fait, tu n'arrives pas à t'occuper de ton enfant. Tu pètes un plomb. Ouais, puis en fait, je pense qu'il y a aussi, ça c'est, je sais pas, c'est le mot primal qui me vient, c'est, ça se dit?
Primitif, ouais, mais ça, je comprends. Et puis en plus, voilà, on rentre aussi dans le féminin, la dévotion, blablabla, blablabla. Mais au final, un enfant, il a besoin de quoi? D'avoir des parents qui sont heureux. Ouais. Il a besoin de quoi? D'une maman qui se sent bien. Et après, bah forcément que les rapports sont différents, les discussions sont différentes, le temps passé ensemble est différent parce que c'est non pas depuis un espace de sacrifice de subir la chose, Mm. mais plus de ben je choisis d'eux. Mais après, c'est toujours pareil, c'est l'expérimentation. Et puis je pense que il y a peut-être des femmes, c'est inné en elles et elles ont tout de suite cet aspect de prendre soin d'elles et après et prendre soin de l'enfant. Mais Oui. je pense qu'on passe aussi des phases. Alors je n'ai pas encore vécu la maternité, donc je peux pas te parler d'expérience, mais ça a l'air quand même un sacré chamboulement tout ça. Oui, et puis je pense que c'est aussi quelque chose de très sociétal. On est dans une société où, en tant que femme, je trouve qu'on est souvent sacrifié. On le voit dans les milieux professionnels, on le voit dans les relations amoureuses. Alors je sais pas si je peux faire une généralité, mais en tous les cas, je le vois chez moi, je le vois dans mon entourage, je le vois chez mes clientes. Ce truc de je prends soin des autres, je prends soin de tout le monde, je prends soin du foyer, et puis moi je passe un petit peu après. Mmh. Et quand je vois les hommes dans mon entourage, là c'est plus moi dans ma relation amoureuse ou avec mes proches, hein, et ben je vois que c'est comme s'ils étaient bien plus auto-centrés. C'est leur plaisir, leurs besoins en premier, et après la maison, après le partenaire, après les enfants. Alors que nous, en tant que femmes, tu sais, ça part un peu de cette charge mentale. Il y a ces injonctions de mais comme si on avait été conditionné depuis l'enfance, de une femme, ça prend soin de l'environnement, ça prend soin de tout le monde. Si tout le monde est bien, ah, je peux être bien, je peux me relaxer. Mmh. Oui, puis de penser à tout et ouais, tu as raison, ouais. Mmh. Et tu vois, c'est naturel aussi chez un enfant de demander toujours plus. Récemment, j'étais avec ma fille et elle me demandait toujours plus là, et je me suis dit mais quelle ingrate. Et je me suis rattrapée, et je me dis mais en fait c'est un enfant. Un enfant, c'est normal qu'il veuille toujours plus. Elle se rend pas compte que je lui ai payé la piscine et qu'on a été au restaurant et que c'était déjà une super journée en fait. C'est normal. Par contre, si moi j'en viens à me dire ah mais elle est ingrate, ça veut dire que moi à un moment donné je me suis pas écoutée, je me suis pas respectée. Mmh. Et je me rappelle d'une discussion avec ma mère où elle me disait, je lui avais dit quelque chose, elle m'avait dit de toute manière les enfants sont ingrats. Elle m'avait balancé ça en mode tu ne me rends pas tout ce que je t'ai donné. Mais tu te rends compte, c'est un peu ce truc de mais tu te rends compte après tout ce que j'ai fait pour toi? Oui. Ouais, bah après c'est toujours pareil, c'est depuis quel espace tu as Exactement. tes enfants, et puis si tu as eu l'impression d'être sacrifié, dans ces cas-là, t'attends inconsciemment ou consciemment quelque Oui. chose en retour. Alors que j'ai vu une conférence, comment il s'appelle? Un coach homme un peu cash, voire carrément cash, Frank Lobvet, Mmh. qui avait dit que justement enfin qu'on pouvait pas attendre de nos enfants quelque chose. C'est notre rôle de parent, c'est de donner et à l'enfant de recevoir en fait. Oui. Oui, mais tu sais, je pense que ça parle tellement de mère-fille, fille-mère. Mmh. C'est-à-dire que en tant que fille, on a porté nos mères, et donc quand on devient mère, on veut que nos filles nous portent. Ou l'inverse, tu vois, mais ces femmes qui ont grandi dans une certaine génération là où on n'écoutait pas leurs besoins et il fallait rentrer dans le cadre, tu vois, et qui se coupaient complètement d'elles. Et ben du coup, je pense qu'il y avait ce truc de comme moi, je ne peux pas exister par moi-même, je dois exister par mes enfants. Mais tu le vois, Puissance. il y a des femmes une fois qu'elles sont devenues mères et puis en plus des générations un peu antérieures où elles n'ont aucun sujet de discussion à part les enfants et les petits-enfants. Mmh, mmh, ouais. Mais le problème du coup, c'est que ces filles qui ont été, tu sais, en anglais on dit la parentified daughter, la fille qui porte le parent, et Mmh. ben quand elle devient parent à son tour, comme elle n'a pas été portée, comme elle n'a pas été soutenue par le parent pendant son enfance, et ben à son tour, il y a des chances qu'elle cherche à reproduire le même schéma inconsciemment, hein. Oui, bien sûr, bien sûr. Ouais, ça me parle. Intéressant, tu vois, j'ai jamais pensé à ça. Euh,
très chouette. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu voudrais aborder à part en parlant de la maternité ou de cette notion, tu vois, de plaisir ou de sacrifice? Pas sur ces thématiques-là, non. Alors, du coup, est-ce que tu as une thématique en tête? Oui. Je t'écoute. Oui, en fait, le travail sur la sexualité, le travail sur l'argent, tu en as un peu parlé, c'est des portes d'entrée, tout ça au service de la reprise de pouvoir de la femme. Il y a eu mai 68, où on a cru que ça y est, c'était la teuf. On était libérés. On a eu la pilule, on a eu des comptes bancaires, génial, c'est merveilleux. Et en même temps, on se rend compte que certaines prisons extérieures sont tombées, mais que les prisons intérieures sont toujours là. Mmh. Et je crois que le travail aujourd'hui de libération, il passe par l'intérieur, par s'autoriser à prendre sa place, s'autoriser à être mère et entrepreneur, s'autoriser à être thérapeute et en même temps chef d'entreprise. C'est justement de passer du ou à l'ère du et à s'accueillir dans tout ce que l'on est. Oui, ouais, tout ce qu'on est et au-delà, parce qu'en fait, on est tellement conditionné à faire petit. Tu sais, c'est comme si on avait notre plafond là, juste au-dessus de la tête. Alors qu'en fait, quand tu commences à ouvrir, tu te rends compte que tu es bien plus vaste, que tes désirs, que tes envies, que tes aspirations sont bien plus grandes. Tu vois, il y a une image que j'aime bien, c'est moi dans ma famille, je suis la plus grosse, disons-le comme ça, mais aussi celle qui a les plus grosses envies, les plus grosses aspirations. Je viens d'une famille gauche écolo. Et dans la famille, on dit que moi, je suis la grosse capitaliste, tu vois, parce que je parle d'argent, parce que j'ai envie d'être propriétaire, parce que j'ai envie de rénover des biens. En fait, je vois les projets en grand, en effet. Et pendant des années, je me suis dit, bah, mon assiette, c'est ça, tu sais, je prenais la petite assiette et puis je mangeais moins et puis j'aspirais à moins et il fallait que je me réduise parce que quand même, c'est pas très gaucho ce que je veux, quoi, tu vois. Et quand on me dit que je suis capitaliste ou qu'on me dit non mais toi t'es la droite de la famille, moi ça me vexe un peu, tu vois. Et à un moment donné, je me suis dit mais ton assiette c'est pas ça Camille, en fait c'est pas cette petite assiette. T'as le droit de vouloir la grande assiette. Mmh. En fait, si toi c'est ça, peut-être que toute ta famille c'est la petite assiette. Ils sont tous destinés à faire une taille 36, mais tant mieux pour eux. Et ben moi c'est la taille 42, voilà, tu vois. Ouais. Ouais, bah, enfin, je suis d'accord avec toi. Et tu sais, ça me vient à l'esprit et je vois à quel point enfin, ça m'a me touché aussi. C'est de se rendre compte en tant qu'humain qu'on est illimité. Mmh. Et on a voulu faire des humains, mais parce que c'est aussi plus facile à contrôler, à manipuler, et puis à avoir une vie très rangée, mais que t'es destiné à une chose. Il y a une époque, les personnes qui travaillaient dans la même entreprise pendant toute une vie. Bon, aujourd'hui, le changement, c'est de faire 3-5 ans et de changer d'entreprise et puis arriver à la retraite. Mais mais c'est vrai que de venir toucher à ce potentiel illimité que nous sommes tous, on est de la conscience incarnée sur Terre. Enfin, c'est grand, quoi. Ouais. Et de venir juste toucher ça et de s'y approprier et de nourrir ça dans son quotidien. Et après, au fur et à mesure, de sentir, l'expérimenter. Enfin, c'est un processus qui est juste tellement beau. Et je crois qu'on est venu sur Terre pour ça. En tout Mmh. cas, c'est une invitation qu'on nous fait. Et, et donc, bah, c'est important, tu vois, que toi aussi, tu portes ta voix et t'invites à cette conscience illimitée de vraiment venir s'exprimer à travers ce corps et puis cet individu qu'on est tous et toutes. Et, euh, et donc, ouais, c'est chouette. Merci pour ça. Mmh. Et tu vois, je me dis, il y a des gens qui peut-être sont encore dans le salariat ou sont dans des entreprises peut-être très pragmatiques ou sont perdus, bah, tu vois, comme je l'ai été post-bébé et qui peuvent se dire, ok, d'accord, très bien, mais comment on fait Mmh. comment on atteint cet espace de d'illimité ou de plus grand? Je suis coincée dans ma taille 36, mais j'ai envie d'aller à ma taille 40, tu vois. J'essaie de parler par image vu que c'est un podcast. Et
Et comment on fait? Je crois qu'en fait, des fois, c'est juste, et là, on va rejoindre la sexualité, c'est juste écouter son désir. Écouter ces petites flammes intérieures. Tu vois, en postpartum, moi, j'avais un désir, un élan, une envie qui peut paraître très bête. C'est que je voulais faire du paddle, du stand-up paddle. J'avais D'accord. ce feu intérieur. Et il y avait une part qui se disait, non mais tu vas être ridicule, t'as pris 12 kilos, t'as le gras du bide, là c'est pas possible, tu vois. Donc je me limitais de ouf. Et quand je me suis séparée, et ben une des premières choses que j'ai faites, c'est que je me suis acheté un paddle. Et que j'ai été sur des lacs faire du paddle. Et ça stand-up. Et j'ai stand-up. J'ai aussi eu peur parce que sur le lac, j'ai vu des ragondins, tu vois, et ça a été une expérience un peu bizarre. Mais il y a ce truc il n'y a pas de désir qui soit ridicule, trop petit. Parce qu'en fait, ça a été le stand-up. Mais c'est très drôle. Ça a été le stand-up. Ça a été le stand-up paddle. Puis ça a été le stand-up. Ça a été la scène. Et en fait, ça a fait une boucle pour revenir dans mon activité professionnelle et comment je prends cet élan d'aller sur la scène et de faire du stand-up. Et je ramène ça sur mon activité de thérapie et de coaching. Mmh. Et justement, pour parler de la scène, c'est un peu ton projet là pour 2025. Ouais, C'est les conférences. Ouais, ça a commencé en 2023, où donc j'ai fait un stand-up en novembre 2023. Au printemps 2024, on a co-créé un spectacle qui s'appelle Vie orgasmique qu'on a joué à Paris. Et depuis octobre 2024, je fais des conférences en ligne, en local. Et en effet, 2025, c'est mon grand projet, c'est de sillonner la France avec mes conférences. J'ai une conférence signature qui est 90 jours pour créer une vie sans limite, succès, argent, impact. Tout ça évidemment sans se cramer, sans perdre son âme, sans vendre son âme au diable. Et après, je fais des conférences à la demande sur des thématiques sexualité, argent, leadership, entrepreneuriat. Mmh. C'est super ça, c'est un très beau projet. Et du coup, j'imagine, tu fais ça dans des salles publiques, mais tu peux aussi le faire dans le cadre d'entreprises, dans des Oui, groupes. d'entreprise, d'école, oui, tout à fait. Tout est possible de rassemblements, de séminaires. Oui. Voilà, et je suis à la recherche de lieux Ah, dans la France entière. Donc voilà, si donc appel au lieu voilà. et aux utilisateurs d'accueil pour des conférences, contactez Camille. Voilà. Vous cherchez une conférencière, je suis là. Oui, et puis tu fais du bien au monde là, quand tu portes ta voix. Et ben écoute, de mon côté, je crois que j'ai évoqué toutes les thématiques que je voulais aborder avec toi. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu aimerais partager? Il y a une grande question aussi, d'ailleurs, je t'ai pas encore posée. C'est, vu que le podcast est quand même nourrissant, c'est toi individuellement, Camille, qu'est-ce qui te nourrit au quotidien? La nature, première chose. J'ai vécu en ville il y a pas très longtemps et c'était terrible à quel point je me sentais déracinée. Je suis à la campagne avec un grand parc, avec des montagnes pas loin. J'ai les montagnes là par ma fenêtre. C'est pour ça que je regarde tout le temps par la fenêtre. Donc la nature, ma fille, et puis les projets, en fait, les projets qui me font grandir, qui me font croître. Tu vois, j'ai ce projet de rénovation dont je t'ai parlé un petit peu en off. Je détestais bricoler. En fait, je me retrouve avec une maison à diviser en lots, à diviser en appartements. J'adore avoir une vision et la faire descendre dans la matière. Et la conférence, c'est un peu pareil. Mon entreprise, c'est un peu pareil. Mais tous ces projets, en fait, ça me nourrit profondément. C'est beau. Mmh. C'est-à-dire qu'en fait, tous tes espaces sont nourris. Parce que tu parlais de ton entreprise, ta fille, et toi en tant que femme, donc c'est fantastique. Mmh. Bon, l'espace amoureux peut mieux faire, hein, mais Mais il je faut vais pas toujours un espace, tu mentir. sais, in progress. Oui, et puis des fois, je me dis: «Ça va, j'ai que 32 ans. J'ai encore toute la vie devant moi», tu vois? Oui. No stress. Oui. Et puis, enfin, tu vois, par exemple, mon grand-père, bah, voilà, il avait rencontré ma grand-mère jeune. Et puis, bon, après, ils ont vécu une expérience traumatique. Et puis, le couple
comment dire, ouais, c'est fissuré. Ça a fait des deux personnes très malheureuses jusqu'au décès de ma grand-mère. Et il a rencontré l'amour après, tu vois. C'est la première fois que je voyais mon grand-père amoureux, à embrasser une femme et être très attentionné. Donc tu vois, au final, bon, je te souhaite pas de rencontrer un prochain grand amour à 75 ans, tu vois, mais comme quoi tout est possible. Carrément. Et il y a pas longtemps, je regardais cette émission sur Netflix, c'est Later Dater. C'est pour les Ok. personnes de plus de 55 ans qui se remettent au dating. Et en fait, ça m'a insufflé vraiment c'est possible. C'est possible. Oui. Ouais. C'est pas parce que t'as divorcé, c'est pas parce que t'as un enfant, c'est pas tout ce que tu veux. C'est pas parce que même t'es ménopausée, tu vois, je parle pour d'autres femmes. En fait, c'est possible. Si t'aspires à l'amour, en effet, ça peut arriver. Merci de me rappeler ça. Oui, et tu sais, il y a un autre sujet que j'ai pas encore trop abordé ici, ni sur mon compte Instagram, mais c'est sur le sujet de la longévité, et tu vois, des différents âges de nos vies. Et je suis très triste. Pourtant, je suis jeune. Moi, j'ai 28 ans, mais je suis triste de voir comment la société, en tout cas occidentale, euh, considère les personnes qui ont plus de 60 ans. Et comment du coup et faire ricocher les personnes qui ont plus de 60 ans se considèrent elles-mêmes parce que elles restent dans cette façon de penser. Et alors que en fait tous les âges ont leur comment dire, leur préciosité. Enfin en fait si on vieillit, c'est aussi parce qu'il y a des bonnes raisons. Et aussi sortir des trucs de quand on est âgé, c'est normal d'avoir de l'ostéoporose, c'est normal de plus voir, de plus Mhm. entendre. J'en ai marre, moi, tous ces côtés très fatalistes. Euh, et puis ça arrange plein de monde en fait de mettre de côté les personnes âgées, alors qu'en fait c'est aussi des pépites. Et j'aimerais beaucoup, tu vois, œuvrer dans ma vie à un moment donné pour pour comment dire, remettre à sa juste place les différents âges de vie. Ouais. Ouais, je trouve ça fabuleux. Tu vois, dans cette émission dont je te parlais, justement, c'était des Américains et on voyait qu'à 60 ans, 70 ans, eh ben, ils étaient pas à la retraite. Et pas par non-choix, mais parce que ils avaient encore envie de contribuer, parce qu'ils s'ennuyaient quand ils étaient à la retraite et qu'ils avaient envie d'être dans le monde, d'être en lien avec les autres. Et Mm. je me suis dit, waouh, en France, on n'a pas tellement cette mentalité. T'as 62 ans, ok, c'est la retraite, ça y est, t'as donné, mais parce que t'as pas été aussi dans un emploi plaisir. Mm. Oui, et puis en France, en tout cas, ce que je peux voir, c'est que la retraite, c'est vachement associé au c'est fini. Oui, C'est que maintenant, en gros, le next step, c'est la fin, quoi. oui, Donc en attendant, tu vas combler, tu vas faire du camping-car potentiellement. T'avais dit pendant toute ta vie, un jour, je ferai ce voyage une fois que je serai en retraite. Bah, au final, arrivé à la retraite, bah t'as pas le courage de le faire parce qu'en fait, enfin, si vous avez des grands projets, faites-le quand vous voulez le faire, mais pas oui. ne mettez pas plus tard à déjà, la vie, on n'en sait rien. On n'a pas de boule de Mmh. cristal et vivons. N'attendons pas une potentielle échéance comme la retraite pour vivre des choses. Mais c'est vrai que je trouve qu'il y a vraiment ce côté très fini, très fatal. Et puis, en fait, malheureusement aussi, parce qu'on est encore dans une société très, très, comment dire, salariale, le lien aux autres s'opère par le travail. Et donc, qui dit la retraite dit aussi cette perte de lien social, qui, je pense, est extrêmement important. On est quand même des hommes en lien. Ouais, enfin, en tout cas, pour moi, il y a beaucoup à redéfinir là sur toutes ces thématiques. Donc, un Mmh. jour, je m'y attellerai. Ouais, non mais ça me parle énormément. Là, tu vois, je suis en train de finir en rénovation un duplex, donc c'est un 3 chambres de 120 mètres carrés et avec ma gamine, on va se retrouver à 2 dedans. Je me suis dit: «Mais c'est beaucoup trop grand pour nous 2. Et la Mmh. pensée que j'ai eue, c'est en fait, j'adorais qu'il y ait une mamie qui vienne emménager avec nous parce que, bah, avoir une mamie gâteau à la maison, ce serait trop chouette. Moi, j'adore les personnes âgées, donc partager en plus avec eux, ils ont plein de choses à nous apprendre, leur histoire de vie. Enfin, je me rappelle quand mon grand-père me racontait son enfance, fils d'immigrés à Marseille, du coup, dans les années, 40 et qu'il était cordonnier à 12 ans, tu vois? Je me dis: «Waouh, c'est une autre époque, en fait, c'est dingue, c'est un téléfilm». Ouais. Et puis eux, en tout cas, cette génération, enfin, ça me fait penser aussi à mon grand-père. C'est des personnes qui ont commencé très très jeune à travailler. Chez mon grand-père, il allait garder des vaches à 9 ans parce que sa famille ils étaient 18 et que de toute façon, il pouvait pas nourrir tous les enfants. Donc c'était une famille de pêcheurs. Moi, je suis en Bretagne. Et puis c'est une époque où l'ascension sociale
était possible, mais vraiment de façon flagrante. C'est-à-dire que c'est des gens, ils sont nés dans une famille souvent avec très peu de choses. Il fallait commencer à travailler très très jeune parce qu'il fallait s'occuper. Puis comme ça permettait aux parents d'avoir aussi potentiellement des revenus, etc. Et puis des histoires de vie pareil où en fait ils vivaient à la fin de façon potentiellement confortable en ayant bâti plein de choses. Et je me dis c'est des générations mais qui ont des histoires à raconter qui sont fabuleuses. Clairement. Trop chouette. Eh ben écoute, est-ce qu'il y a quelque chose avec lequel tu souhaiterais finir, que tu souhaiterais évoquer, que tu souhaiterais clamer pour clôturer en beauté cet épisode? Tout à l'heure en off, on s'est dit l'une et l'autre 2025, ça va être grand, ça va être grandiose. Oui. Et des fois, on voit sur Instagram, tu sais, des mèmes de j'avais dit que 2024 ce serait mon année et en fait, ça Oui, a été. ça peut être vrai aussi, hein. Oui, mais moi j'aimerais dire, au-delà de ces tempêtes émotionnelles qu'on peut se prendre, au-delà de ces événements de la vie qui sont à la fois normaux et à la fois hyper durs, décidons que c'est notre année dans le sens où on se fait passer en priorité. Et on crée quelque chose qui nous tient à cœur, quelque chose qui est grand et pas grand au regard de la société, grand pour soi, comme mon paddle, tu vois. Pensez à Camille sur son paddle. Écoute, en disant ça, j'ai le soleil là qui est complètement en plein son visage. Donc je crois que c'est annonciateur de justement, tu vois, de rayonner, de briller. Et puis pour soi, en fait, c'est ça le plus important. Ouais. Et ben merci beaucoup. pour cette conversation. C'était hyper chouette. Et je remercie aussi Frédéric d'avoir créé ce lien entre nous. Parce que vous avez déjà pu écouter Frédéric dans un épisode précédent. Et j'aime beaucoup cette énergie. Toi, cette rencontre aussi, parce que il y a quelque chose qui résonne entre nous toutes, et je trouve ça super beau, et de pouvoir le partager sur le podcast, ça me touche beaucoup. Donc merci pour ça. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode nourrissant. Si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à lui mettre 5 étoiles, un cœur, un commentaire, et à le partager autour de vous. Votre soutien permet à ce podcast de grandir et de toucher davantage de personnes. Abonnez-vous pour ne rien manquer des prochains épisodes et continuez à nourrir votre quotidien avec joie et inspiration. À bientôt!